Le président du Sénat, Honoré Rakutmanan, a déposé sa démission ce matin sans avoir fourni une explication précise. Le GPP a proposé au sénateur Yves Rakoudvou de reprendre le flambeau au sein de cette institution. Le ministre de l'Aménagement du territoire en charge des projets présidentiels a déclaré ce matin que l'acte de vente de la Villa Elisabeth va être annulé. Campagne américaine, les comptes russes ont inondé les réseaux sociaux. Il s'avère que les tentatives d'interférence russe sur Internet durant la campagne américaine ont été plus nombreuses qu'estimées. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le président du Sénat, Honoré Rakutmanan, a déposé sa démission ce matin sans avoir fourni une explication précise. Le GPP a proposé au sénateur Yves Rakoudvou de reprendre le flambeau au sein de cette institution. Après l'élection dans la matinée, ce dernier a remporté le suffrage avec 52 voix, une élection qui ne suit pas les normes selon les sénateurs opposants. Reportage. Depuis la nomination de Yves Rakoudvou au poste de sénateur, les observateurs s'attendaient à ce que l'ancien président du Sénat, Honoré Rakutmanan, démissionne. C'est chose faite ce matin vers 11h. Je vais déposer ma démission au poste de président du Sénat, une décision que j'ai prise dans la sagesse et l'humilité. Quelques minutes seulement après qu'il ait renoncé à son poste, le GPP a proposé au sénateur Yves Rakoudvou de postuler en tant que président du Sénat. Le vote qui a été effectué par la suite à la hâte. Étant majoritaire au sein du Sénat, le groupe des sénateurs HVM se permet de proposer au poste de président du Sénat le sénateur Yves Rakoudvou. 63 sénateurs ont été inscrits sur la liste et 55 d'entre eux sont venus voter. Le sénateur a remporté l'élection avec 52 voix entre 2 votes blancs et 1 vote nul. Pour les sénateurs qui ne prennent pas parti pour le pouvoir en place, cette élection ne suit pas les normes car aucune réunion n'a été faite au préalable. Le vote a été d'ailleurs organisé à la hâte. Nous rejetons l'élection du président du Sénat qui vient d'avoir lieu car elle n'a pas suivi la procédure normale. En premier lieu, aucune séance plénière listant cette élection parmi l'ordre du jour n'a eu lieu. Ensuite, le délai minimum pour le dépôt de candidature n'a également pas été respecté. Un calcul politique, une élection forcée par les dirigeants HVM en vue de la préparation du remplacement du chef d'État avant les présidentielles de 2018. La passation entre Honoré Rakutmanan et Yves Rakoudvou se fera ce jeudi. Rappelons que parmi ces 66 sénateurs, 21 d'entre eux sont membres du GPP. 3 sont issus du parti TIM, 2 celui du MAPAR et enfin 40 du HVM. Les membres du Sénat devraient normalement être renouvelés le 1er février 2018. Pour l'instant, le dessein du gouvernement est clair, contrôler toutes les institutions avant les élections de 2018. Toujours dans ce contexte, pour rendre effective la motion de censure contre le gouvernement Mafal, il reste au Parlement 15 signatures à récolter. Notons que s'il leur faut 76 signatures pour rendre cette motion applicable, 60 ont déjà pu être collectées. Fezou Rafali. La position du gouvernement est actuellement en péril. Selon les rumeurs qui circulent au sein de la Chambre basse, 60 signatures sur les 75 nécessaires à la motion de censure ont déjà pu être collectées. L'article 103 de la Constitution de la 4e République
stipule l'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement pour le vote d'une motion de censure. Selon les termes de cet article, une telle motion n'est recevable que si elle est signée par la moitié des membres composant l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après le dépôt de la motion. La motion de censure n'est adoptée que si elle est votée par les 2/3 des membres composant l'Assemblée nationale. Si la motion est adoptée, le gouvernement remet sa démission au président de la République. Selon certains observateurs et analystes politiques, cette démarche est juste un calcul politique des membres de l'Assemblée nationale visant à servir leur intérêt personnel. Également dans l'actualité, le ministre de l'Aménagement du territoire en charge des projets présidentiels a déclaré ce matin que l'acte de vente de la Villa Elisabeth va être annulé. Le gouvernement nie avoir eu connaissance de cette cession et décline toute responsabilité à cet égard. Michela Ranardzon. Cela fait un moment que Cool TV-FM effectue une investigation pour faire la lumière sur le cas de la Villa Elisabeth, ancienne résidence du président Albert Zaf. Le ministère concerné a fini par sortir de son mutisme. Voici la déclaration du ministre des Finances et du Budget, également secrétaire général du ministère de l'Aménagement du territoire en 2014, sur cette affaire. En ce qui concerne la vente de cette villa, le ministre des Finances et du Budget n'a jamais eu vent de cette affaire. Nous ne sommes de ce fait pas au courant. Cette mise en vente ne respecte pas les normes, a déclaré le ministre de l'Aménagement du territoire en charge des projets présidentiels. Au sein du ministère de l'Aménagement du territoire, nous avons décidé de prendre une mesure face à cette situation. Un arrêté pour annuler l'acte de vente et le nouveau titre de la villa a été appliqué. Il remet cette parcelle du domaine Saint-Antoine au titre de la propriété de l'État. Rappelons que la vente de la Villa Elisabeth n'est pas une première dans le chapitre des ventes des propriétés de l'État faites par le gouvernement. Les ventes et les vols de terrains appartenant à l'État ont déjà été auparavant raison, amenant à un soulèvement populaire et entraînant par la suite un coup d'État. Et pourtant, les cessions de propriété de l'État n'ont pas pour autant pris fin. Pour l'instant, nous suivons de près la suite de l'affaire Villa Elisabeth. Page économie maintenant, l'accord de partenariat entre la compagnie Air Austral et Air Madagascar est engagé. Cependant, le paiement de la première tranche de l'apport financier d'Air Austral sur les actions de la compagnie aérienne malgache n'est toujours pas affecté en totalité. D'autre part, le nouveau conseil d'administration de la compagnie Air Madagascar n'est toujours pas mis en place. Fezou Rafali. L'accord de partenariat entre la compagnie Air Austral et Air Madagascar ne sera pas appliqué tant que la signature du pacte d'actionnariat ne sera pas achevée. Malgré la démission du président du conseil d'administration d'Air Madagascar hier, le nouveau capital de la compagnie Air Madagascar reste bloqué. La première réunion des actionnaires pour l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration n'aura pourtant lieu qu'après le départage des actions. Les postes au sein de ce conseil seront déterminés en fonction de la valeur des actions détenues par les actionnaires. Selon les responsables, la date butoir est fixée ce jour pour achever toutes les démarches de l'intégration de la compagnie Air Austral dans le capital d'Air Madagascar. Malgré cela, à ce jour, seuls les termes du partenariat stratégique ont été signés le 9 octobre dernier. Rappelons que l'apport de 40 millions de dollars, Air Austral lui apporte la seconde position parmi les actionnaires de la compagnie Air Madagascar. Un paiement qu'il est censé effectuer en 3 temps. Après paiement de la première tranche, 39,4% des actions vont passer entre les mains d'Air Austral contre 60,59% pour la compagnie nationale. Après la deuxième tranche, Air Austral bénéficiera d'un taux de 49% contre 50,59% pour Air Madagascar. Rappelons que les représentants des employés de la compagnie Air Madagascar au sein du conseil d'administration ont démissionné au cours du mois d'août dernier. Pour cause, ils ont déclaré que les chiffres sortis par le gouvernement concernant la vente des actions de la compagnie nationale sont erronés.
Dans le reste de l'actualité, selon le dernier rapport de la BNGRC, l'épidémie de la peste a fait de nouveaux morts en une journée. En tout, 126 décès attribués à cette épidémie depuis début août. La population commence à se désintéresser du sujet et à reprendre un cours de vie normal. Selon les enquêtes réalisées, elle n'accorde plus une grande crédibilité aux déclarations des représentants de l'État concernant cette épidémie. Actuellement, seules les personnes au sein des établissements scolaires et de certaines entreprises se plient encore à des mesures préventives contre cette épidémie. Passons maintenant à l'actualité internationale. Campagne américaine, les comptes russes ont inondé les réseaux sociaux. Il s'avère que les tentatives d'interférence russe sur Internet durant la campagne américaine ont été plus nombreuses qu'estimées. Les détails dans ce reportage de France 24. Facebook, Twitter et Google, tous auraient largement sous-estimé la manipulation russe pendant la campagne américaine de 2016. Début octobre, Facebook parlait de 10 millions de personnes exposées aux publicités sponsorisées par Moscou. Jusqu'à 126 millions d'Américains pourraient en fait avoir eu accès à près de 80 000 messages politiques entre juin 2015 et août dernier. En clair, la moitié de la population électorale américaine. En parallèle, Twitter a identifié plus de 36 000 comptes suspects gérés par des robots russes. Plus de 2700 d'entre eux ont été fermés. Google, de son côté, est sorti de son silence lundi. L'entreprise affirme que des dizaines de milliers de dollars ont été dépensés par la Russie dans des publicités diffusées sur son moteur de recherche ou sur YouTube. 1100 vidéos en tout et 18 chaînes concernées, suspendues depuis par le groupe. Pendant la campagne, ces fake news étaient relayées par des groupes d'internautes malveillants payés par la Russie. Objectif, véhiculer des clichés, faire peur et diviser davantage la société américaine. Des faux messages, le plus souvent au détriment de la candidate démocrate Hillary Clinton et à contrario, favorable à son rival Donald Trump. Les aveux de Facebook, Twitter et Google ont été jugés tardifs. Mais après avoir gardé le silence, ces derniers promettent désormais de se montrer plus transparents et de mieux contrôler l'identité des annonceurs publiant ces messages. Et puis enfin, au lendemain de la victoire du président sortant à la présidentielle, l'opposition est marquée par des violences. L'opposant Raila Odinga a promis de ne pas en rester là. France 24. Dernière semaine, Raila Odinga a critiqué la commission électorale et son organisation. Selon lui, les résultats de cette élection présidentielle ont de nouveau été truqués, notamment au niveau de la participation qui était bien plus faible que celle annoncée par le gouvernement, de 38%. Il a ensuite fortement critiqué Uhuru Kenyatta, le président réélu, et son vice-président William Ruto, qui sont, je cite, deux mégalomanes à la tête de l'État chargés de détruire la démocratie. Selon lui, son parti NASA est ouvert au dialogue, mais il ne peut pas parler avec ces deux personnes qui sont là uniquement donc pour détruire cette démocratie kenyane. Alors tout le monde attendait de ce discours des consignes pour les supporters de Raila Odinga. Il n'en a pas vraiment donné. Il a dit qu'il allait continuer à militer contre ce gouvernement et contre cette élection, qu'il créerait un boycott économique des entreprises qui supportent le gouvernement, qu'il allait maintenir ses comités citoyens visant à faire respecter la loi et la constitution, des comités qui comprendront des religieux, des gérants d'entreprises, des femmes, des jeunes, mais on ne sait pas exactement quel sera le rôle de ces comités. Pour l'instant, il devrait annoncer plus d'informations dans les jours à venir. Et enfin, on attendait Raila Odinga sur le plan judiciaire. On pensait qu'il allait expliquer s'il allait, oui ou non, aller devant la Cour suprême comme au mois d'août. Eh bien, il ne l'a pas fait. On ne sait donc pas quelle sera à la fin de ce feuilleton politique kényan. Un bref rappel des titres pour clore ce journal. Le président du Sénat, Honoré Rakutmanan, a déposé sa démission ce matin sans avoir fourni une explication précise. Le GPP a proposé au sénateur Yves Rakoudvou de reprendre le flambeau au sein de cette institution. Et puis le ministre de l'Aménagement du territoire en charge des projets présidentiels a déclaré ce matin que l'acte de vente de la Villa Elisabeth va être annulé. Et puis enfin, campagne américaine, les comptes russes ont inondé les réseaux sociaux. Il s'avère que les tentatives d'interférence russe sur Internet durant la campagne américaine ont été plus nombreuses qu'estimées. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.